Il y a eu des moments où j'ai dû m'accrocher, me dire mais non, t'as ta place, il faut que tu t'accroches, il faut que tu rendes les gens heureux. Et ça, c'était vraiment une envie qui était plus forte que le découragement. Visez la lune, au pire vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Lahière, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Visez la lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible. Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast Visez la lune. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être avec Anne-Sophie Bajon, plus connue sous le nom de La Bajon. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Alors, on est chez ton comparse Vincent Leroy qui a eu la gentillesse de nous accueillir pour parler de ta vie. Donc, pour te resituer, tu es comédienne, autrice, humoriste. On te connaît bien parce que tu fais des vidéos qui cartonnent. On parle de centaines de milliers de vues, même de millions, où tu dénonces un peu les dérives du système de façon humoristique, en étant une avocate, entre autres. Donc voilà, on va discuter de tout ça. Mais derrière un succès pareil, il y a toute une vie qui t'a mené à ce succès. Et si tu le veux bien, on va partir à la rencontre d'Anne-Sophie dès ses premiers moments. Oui, avec plaisir. Alors, tu as eu un parcours qui a commencé d'une manière un petit peu particulière. C'est vrai que j'ai une histoire assez particulière. J'ai été abandonnée à ma naissance et j'ai été adoptée vers l'âge de 10 mois, 1 an, par des parents qui ne pouvaient pas avoir d'enfants. Donc voilà, j'ai commencé mon existence à la DAS. Tu en parles dans des interviews aujourd'hui, oui. Tu dis, tu es très OK avec ça, il n'y a pas de souci. Oui. Alors, ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été une vraie démarche de ma part pour l'accepter et pour le vivre bien vis-à-vis des autres, vis-à-vis des gens qui m'entouraient aussi. Et c'est vrai que quand j'étais petite, ça a été plus dur. J'avais pas envie que ça se sache. J'avais envie d'être comme tout le monde, mais un peu de toute façon comme toutes les petites filles. On n'a pas envie d'être différente à cet âge-là. Et voilà, ça a été un petit peu dur parce que on a l'impression d'être parachuté dans une famille. On sait pas pourquoi, on sait pas ce qui s'est passé. C'est un vrai mystère autour du début de sa vie. Donc ça a été, quand j'étais petite, un petit peu plus difficile qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai vraiment fait un travail sur moi, de l'accepter. Puis surtout, je m'en sers comme d'un avantage pour me battre dans la vie. C'est-à-dire ? J'ai l'impression d'avoir un truc un petit peu particulier que les autres n'ont pas, grâce à cette histoire. Une histoire qui est bien à moi, qui ressemble à aucune autre. Et le fait de ne pas savoir, on peut s'imaginer plein de choses. Il y a une espèce de mystère au-dessus de moi qui fait que je suis tout le monde et personne en même temps. C'est peut-être pour ça aussi que j'adore jouer des personnages. C'est-à-dire que d'être une femme que je n'aurais jamais pu être, je peux le devenir. Voilà, j'ai décidé de le faire, je le fais. Oui, tout ce qu'on sait, c'est que tu es d'origine marocaine et que ton prénom initial, c'est Souad. C'était Souad Yasmina, ouais. C'est joli. Ouais, merci. C'est plus joli qu'Anne-Sophie, je suis un petit peu dégoûtée. Petite fille, tu étais comment ? J'étais assez introvertie, bizarrement. Je pense que les gens ne s'attendent pas à cette réponse. J'étais timide et puis j'avais l'impression que les gens étaient fous autour de moi. C'est-à-dire les autres élèves... il y avait une sorte de violence dans la cour de récréation que je n'arrivais pas à bien vivre. Par rapport à toi ou en général ? Non, en général. Un jour, je me suis fait courser par des CM2, j'étais en CP, mais sans savoir pourquoi. Je ne saurais jamais. Non, mais les petits, ils sont cruels entre eux. Il y a Vincent qui se marre. C'est vrai, ça te fait rire, ça, toi. Hein. Et donc, du coup... quand j'étais petite, puis j'étais pas faite pour le milieu scolaire du tout. Je m'ennuyais, je pensais à autre chose. Du coup, j'ai eu des mauvaises notes et je comprenais pas ce qu'on essayait de me dire. Je pigeais pas grand-chose et je m'ennuyais fermement. Je suis peut-être pas tombée sur les bonnes maîtresses. Je suis tombée sur la plupart du temps je dis bien la plupart du temps parce qu'il y en a une que j'ai beaucoup aimée, mais le reste des maîtresses que j'ai eues en primaire, je crois qu'elles n'aimaient pas vraiment les enfants. Et ça me posait un gros problème. Tu ressentais ça, petite ? Oui. Elles n'avaient rien à faire dans le milieu scolaire. Ce sont des femmes qui avaient une certaine forme de violence entre elles. Elles m'ont humiliée. Il y en a une qui m'a humiliée par rapport à ma façon de m'habiller une fois.
Je devais réciter une poésie devant tout le monde. Elle m'a dit, c'est quoi ce nœud papillon là dans vos cheveux? Qu'est-ce que c'est moche? Est-ce que des trucs comme ça où je n'ai pas compris en fait pourquoi elles étaient à leur place et ce qu'elles foutaient là. Après, ça s'est amélioré en grandissant. J'ai vraiment compris que rire était une manière d'améliorer mon quotidien et je me suis servi de ça pour être heureuse. Quand est-ce que tu as découvert ça? J'ai découvert ça en découvrant le théâtre dans une troupe d'impro dans le 91 et j'avais 15 ans. Et je me rappellerai toute ma vie le jour où j'ai fait ma première représentation. Et au moment de saluer, je me suis dit, waouh, c'est ça que je veux faire. Mais bien sûr, c'est ça que je veux faire. C'est là où je dois être. C'est pour ça que j'existe. C'était pour faire ça. Comment t'expliques ça? C'était une évidence. Comme vous voyez, vous observez le ciel, vous dites le ciel est bleu. Bah oui, il est bleu. Bon, bah là, c'était pareil. C'était une évidence. Il n'y avait pas... Voilà. Et j'ai cherché toute ma vie ma place. Et parce que quand on est adopté comme ça, on est un peu trimballé, un petit peu dans les endroits où on ne sait pas ce qu'on fout là vraiment. Et le fait de trouver ma place sur scène, ça m'a permis de me trouver moi. Voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que ça veut dire que sa place, il y a pas d'explication. On le sait, on le sent. Oui, c'est ça. Il y en a qui cherchent toute leur vie et j'ai cette chance-là. De l'avoir trouvé et d'être heureuse vraiment. Après, c'est pas simple tous les jours. Ça a été beaucoup de moments de solitude, de souffrance, de travail, d'acharnement. Mais je l'avais au fond des tripes. Et je sais qu'il y a eu beaucoup de moments de découragement, notamment quand on débute et que les salles sont vides et qu'on est seul. Parfois, moi, je suis rentrée d'une représentation. Je me souviens, le patron du théâtre m'a dit... je lui ai demandé timidement parce qu'il était tout pâle. Je lui ai dit, ça va? Il me dit, oui. J'ai dit, il y a combien? Il me dit, 2. J'ai dit, ah. 2 personnes dans le public? Ouais, il me dit, mais elles sont pas venues, c'était 2 invites. D'accord, même les invités venaient pas, quoi. C'est ça. J'ai l'impression d'avoir organisé une grande fête et personne ne venait. Et c'était très humiliant et tu te disais, merde, j'ai travaillé, j'avais envie de faire rire les gens ce soir et personne n'est venu. Et je rentrais l'hiver comme ça dans la nuit, parce qu'il faisait nuit très tôt. Et oui, il y a eu des moments où j'ai dû m'accrocher, me dire, mais non, t'as ta place, il faut que tu t'accroches, il faut que tu rendes les gens heureux. Et ça, c'était vraiment une envie qui était plus forte que le découragement. D'accord, donc en fait, c'est le fait de rendre les gens heureux qui te motive. Ouais. Il n'y a rien de plus dingue. Je sais que avec Vincent, quand on est sur scène et qu'il y a une personne qui est mort de rire, mais vraiment mort de rire, qui pleure de rire, qui n'arrive plus à s'arrêter, j'arrête le spectacle et je vais lui faire un câlin. Mais oui, c'est le fait de rendre heureux, de voir rire des gens, le fait qu'ils arrivent à oublier tous leurs soucis, leur quotidien, leurs emmerdes, ce qui les rend malheureux. Ils arrivent à l'oublier pendant 1h30. C'est pour ça qu'on se fait ce métier. C'est pas pour autre chose. C'est pour ça qu'on fait. C'est pour ces moments magiques. C'est finalement trouver son rôle dans le monde, quoi. Voilà, c'est ça. Moi, je sers à rigoler. C'est déjà pas mal, hein? Ouais, bah c'est énorme ouais. Si tu nous fais rire. Y a jamais un moment où tu t'es dit, bon, là, en fait, c'est trop dur, j'arrête. Oui. J'avais discuté, j'étais allée boire une bière avec la directrice artistique du Point Virgule, Antoinette Collin, qui a été la première professionnelle d'ailleurs à croire en moi. Et je lui ai dit, Antoinette, ça mène nulle part, ça fait trop longtemps que j'essaye, ça faisait combien de temps? Ça faisait 4-5 ans. Et je me disais, bon là, j'ai personne, ça va pas, je sais pas où je vais, il y a un moment donné, peut-être que c'est ridicule de continuer. Et elle m'a dit, non, t'arrêtes pas, accroche-toi. Et venant d'Antoinette Collin, qui est une grande professionnelle, oui, ça fait sens. Oui, je l'ai écoutée. Mais je l'écoute depuis le début, Antoinette. C'est quelqu'un qui a vu passer beaucoup de gens, qui est là depuis quasi la création du Point Virgule. Et elle m'a accompagnée. Ça a été la première à croire en moi, à me dire, elle va y arriver, elle va faire des choses. Et oui, parce que c'est quelqu'un de très bienveillant, oui, mais de très professionnel aussi. Très sincère. Parce que toute la difficulté aussi, c'est quand on a un rêve, un objectif et qu'on est à fond, on ne sait pas si on est vraiment bon ou si on se leurre. Donc, c'est difficile de savoir si on doit continuer ou pas. Oui, après, c'est quelque chose qu'on sent dans ses tripes. Et puis, il y a quand même des retours des gens qui vous disent qu'ils aiment. On voit quand même si on n'est pas au point et qu'on débute et qu'on sent quand même qu'il se passe quelque chose. Et que... Moi, j'ai toujours su que j'étais faite pour jouer, pour incarner des personnages.
Après, je ne sais pas si je suis faite pour être humoriste, mais vraiment, en tant que comédienne, je sais que j'ai ce truc-là, ouais. On va revenir à ce moment-là de ta carrière, mais on rembobine un peu, si Oui. tu le permets. Donc, à 15 ans, tu as cette révélation. Donc, c'est là que tu dis, je veux être comédienne. Ouais. Donc, comment réagissent tes parents ? Ils ont forcément eu peur parce que c'est un métier qu'ils ne connaissaient pas du tout. C'est un univers qu'ils ne connaissent vraiment pas. Et donc, ils ont eu peur de l'insécurité de l'emploi. Ils ont eu peur que ça marche jamais. Des peurs légitimes, bien sûr, quand on est parent. Hein. Je les comprends tout à fait. Mais ça t'a pas empêché ? Non. C'est pas la première fois que je les écoutais pas. Donc, et puis ils m'ont dit, voilà, le jour où tu auras un diplôme, tu feras ce que tu veux. Et donc j'ai passé un BTS tourisme qui ne m'a jamais servi à quoi que ce soit. Le diplôme Sauf pour le diplôme. Voyager, j'avoue. Ça m'a fait un peu voyager. J'étais animatrice dans les centres de vacances et tout ça, c'était sympa. Et puis, moi, voilà, j'avais un diplôme en main et je me suis lancée avec peut-être un petit peu plus de sécurité. Et puis, je me suis lancée, j'avais 20 ans. Je me suis inscrite au cours Simon. Et quand je suis arrivée dans cette école, moi, je savais que j'étais un pitre. Pour moi, c'était l'humour. Allez, tac, on y va, on se prépare, on apprend avec Molière et tutti quanti. Et ils m'ont très vite donné des rôles dramatiques. Ils m'ont dit, oui, bon, on sait que tu sais faire du comique, donc maintenant, tu vas faire ce que tu sais pas faire. Et j'étais vraiment très surprise parce qu'on m'a donné des rôles même de théâtre moderne comme Tennessee Williams. Ce sont des rôles qui sont très sclérosés, névrosés, qui ont une vraie folie. Et ça m'a fait un petit peu bizarre d'ailleurs parce qu'ils doivent avoir l'œil. Je sais pas si ça se remarque, mais ils m'ont donné le rôle d'une petite fille abandonnée. Le premier rôle qu'ils m'ont donné, c'était ça. J'ai dit, putain, mais c'est marqué sur ma gueule ou quoi? Et c'était intéressant, très intéressant. J'ai dû pleurer devant 800 personnes sur scène dans l'atelier de Jean-Claude Grimbert. Et il n'y avait pas une mouche qui volait. C'était incroyable. Il faisait 800 degrés dans la salle. Au début de la pièce, tout le monde s'éventait avec son programme, parce qu'il faisait très chaud. Et quand j'ai commencé à avoir cette émotion-là, il n'y avait plus un bruit. C'était saisissant, c'était presque malaisant. Et j'ai explosé en larmes. Je me suis détruite par terre, la morvonnée. Et j'étais fière de moi parce que j'ai réussi à aller chercher une émotion que je ne soupçonnais pas chez moi. Ça a été le début aussi de pas mal de choses parce que je me rends compte que faire rire, c'est bien, mais pousser au-delà et faire connaître aux gens d'autres émotions que le rire, c'est encore mieux. Et aujourd'hui, dans le spectacle, ce qui est génial, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ressortent en disant « j'ai pleuré à la fin, j'ai pleuré ». Et quand ils ressortent avec des émotions comme ça, je pense que le spectacle est encore plus inoubliable. Ça a permis de donner une dimension à ce que tu fais aujourd'hui. Oui. Donc, à l'époque, tu découvres le théâtre. Et donc, ça dure 3 ans, le cours Simon. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe à la sortie ? On est complètement paumés, on est seuls, on était dans un petit cocon et on se retrouve dans le milieu impitoyable des castings où personne ne voulait de moi, où on me disait « T'es au courant que t'es typé ? T'es au courant que t'es pas typé ? T'es au courant qu'on veut pas de toi ? T'es au courant qu'on t'avait pas appelé ? Pourquoi ? Qu'est-ce que je fous là ?» Violent. Ça se passait comme ça. Et c'était pas facile, c'était pas facile. Je ratais tout le temps les castings, j'étais pas bonne en plus, hein, faut le dire. J'ai fait quelques petites pièces à droite à gauche et puis j'avais des petits boulots pour pouvoir me permettre justement de faire ça à côté. Ça marchait pas. Puis j'étais dans des entreprises où il fallait bosser correctement et sérieusement. Et sauf que moi, j'étais juste là pour gagner vite fait ma vie et j'en avais rien à faire. Donc moi, quand j'en ai rien à faire, je fais pas bien les choses. D'accord. Donc c'était un cercle vicieux. Et puis mon patron en avait tellement marre qu'il m'a proposé une rupture conventionnelle, mais vachement gentiment. Oui. Il m'a dit, c'est con, on va moins rigoler, mais je crois que ta place, elle est pas là. Il m'a dit, lance-toi, fais ce que t'aimes là, parce que sinon, en fait, ça va pas aller. Ah bon ? Ouais, et je suis partie en pleurant. Et aujourd'hui, c'est un peu grâce à eux que je suis là. Je me suis servi du chômage pour travailler les textes. Au début, j'avais un 5 minutes, donc j'allais les tester dans des petites scènes ouvertes à Paris. Et puis, au bout d'un moment, je me suis retrouvée au Paname, qui est connu maintenant. Et j'avais 20 minutes. Et puis, j'annonçais quand même que j'avais mon spectacle. Et je demandais à des potes de venir faire une demi-heure de première partie. Il y avait plus de première partie que de spectacle de toi. Ouais, mais ça passait, hein. Ça passait. Bravo. De toute façon, le spectacle était gratos, donc on s'en foutait. Et puis, petit à petit, j'ai travaillé jusqu'à avoir une heure de spectacle. Puis, j'étais super fière. Et puis, j'ai passé du Paname au Théâtre La Cible.
Et là, c'était un ancien pipe show. Donc, mais il y avait quand même 40 places. Les gens payaient pour venir me voir. Donc, c'était comme une sorte de reconnaissance. Ça devenait un peu sérieux, quoi. Voilà, je devais présenter une œuvre devant les gens. Et petit à petit, ça a été un petit peu le parcours du combattant qui était nécessaire quand même. Oui, c'est formateur. Alors, quand même, juste une petite chose, c'est bravo parce que Merci. Tu t'es pas laissé démonter. Non. Tu n'avais que 5 minutes, puis 15 minutes, puis 30 minutes, Ouais. ou 20 minutes. Et t'es allé, en fait. Et il y a souvent des gens qui attendent d'être prêts. Et en fait, t'es jamais prêt de toute façon. Non. Donc, tu te lances pas ou bien tellement plus tard. C'est dommage, en fait. Ouais, après, c'est vrai que c'est un truc qui fait très peur. D'être seule sur scène, c'est une lourde responsabilité, c'est très, très usant. À côté, quand j'ai repris un petit peu le théâtre, là, il y a 4 ans, je crois, où j'ai repris une petite pièce de théâtre pendant 1 an, c'était super facile. C'est-à-dire que je dis pas que le métier de comédien est facile, attention, mais comparé au one, pour moi en tout cas, la responsabilité est bien plus grande quand on est seul sur scène où on a tout sur nos épaules. C'est quelque chose, oui, il faut être prêt, faut être prêt à se battre. J'ai eu la chance de rencontrer Florent Foresti au bout de 3 mois, quand j'ai commencé le one. Je me suis retrouvée dans sa loge et elle m'a dit, si je peux te donner un seul conseil, c'est d'y croire à 400% parce que personne d'autre n'y croira à ta place. Et ce conseil, il m'a vachement aidée. Et je pense qu'il est valable pour toutes les professions, pour toutes les passions, pour tout le monde. Tu dis, c'est tellement difficile et c'est plus simple finalement, même si ça comporte des difficultés de jouer dans une pièce, mais pourtant tu continues le one show. Parce que c'est encore plus fort. C'est-à-dire le one, c'est plus fort, parce que les gens sont là pour toi et puis ils te regardent de toi. Enfin, c'est des sensations qui sont presque indescriptibles. On arrive à des moments de folie parfois collective. Parfois, il y a une hystérie. Je ne sais pas qui le déclenche, si c'est eux, si c'est moi, si c'est tout le monde, qui est indescriptible, en fait, qui est pour moi bien plus fort. Après, c'est très fort d'être sur scène avec d'autres comédiens, attention, hein, mais c'est aussi un merveilleux travail. Mais sur scène, rien ne remplacera cette adrénaline et cet amour que les gens ont pour vous quand ils viennent et qu'ils vous connaissent, qu'ils viennent parce qu'ils vous aiment déjà. C'est fabuleux. Ouais. Qu'est-ce que tu te dis quand tu vis ces moments-là ? Je me dis, waouh, on n'a qu'une vie et je suis très contente de le vivre. Ouais. Et qu'est-ce que tu te dis quand tu as vécu ça, la soirée était formidable et tu rentres chez toi et tu es toute seule ? Je me dis, bravo Bibi. Non, je souffle. C'est très dur de retomber après. Hein. Généralement, quand on a vécu une soirée qui a été forte, je m'endors pas avant 2-3 heures du matin. C'est pour ça aussi peut-être qu'on accumule un peu la fatigue. On se repasse des moments forcément dans la tête. On a encore le bruit des applaudissements dans les oreilles. Ça reste intense même encore après. Ouais. Et puis on attend la suivante en fait. Oui, c'est ça. C'est ça.